peut-être que maintenant je suis à un âge de maturité et je vais à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai enregistré les variations Goldberg l'année dernière et cette année le deuxième concerto de Rachmaninov que je rêvais de jouer finalement depuis toujours, depuis l'adolescence. Plus que les pianistes de ce tout début du XXe siècle, c'est Rachmaninov lui-même qui m'a inspiré en tant que pianiste. C'est pour moi, dans ceux qui nous ont laissé un témoignage sonore, le plus grand pianiste de l'histoire. Le style, le panache, le dos droit, comme ça, un jeu très noble, en même temps très direct, une manière de prononcer la musique, de dire les choses. Aussi une main gigantesque, c'était un géant. Et en même temps, il a un jeu très fin. C'est assez fascinant parce qu'on imagine Rachmaninov et on l'entend Rachmaninov avec de la patte, quelque chose, même une certaine lourdeur parfois. Et on attend Rachmaninov avec ces couleurs-là. Et lui-même avait un son assez perlé, si on l'écoute bien, sur des pianos qui étaient certes plus fins que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais quand même un son très coloré, avec beaucoup de surprises. C'était aussi un pianiste qui jouait de manière très inspirée, comme s'il improvisait. J'ai organisé le week-end autour de ce deuxième concerto qu'on a entendu 1000 fois. Mais alors je l'ai programmé plusieurs fois dans le week-end, donc on pourra l'entendre avec des doigts différents, des salles, des acoustiques différentes, des pianos différents. Et pourquoi? Parce que cette œuvre, au-delà du chef-d'œuvre qu'on connaît, elle est fascinante à plus d'un titre. Elle marque, elle coupe en deux la vie de Rachmaninov. Il sort d'une énorme dépression qui lui a fait arrêter l'écriture de la musique. Il continue à donner des concerts, mais il écrit très peu les années qui précèdent ce concerto. Il s'en sort par l'hypnose, enfin la psychanalyse sous hypnose, qui est très en vogue à l'époque en Russie, mais aussi par l'écriture, à mon sens, aussi par l'écriture de ce deuxième concerto. Parce que ce deuxième concerto, c'est vraiment toucher le fond pour renaître. On ne sait pas si on touche le fond ou si on vit quelque chose de nouveau. Donc à partir de là, en quelques premières, à Moscou et dans d'autres villes, dont Paris, le public décide que c'est un chef-d'œuvre. En quelques années, comment une pièce du vivant de son compositeur est décrétée chef-d'œuvre absolu. C'est aussi un concerto qui invente beaucoup, qui bouge un peu les codes du concerto pour piano. On pense Rachmaninov, compositeur du passé, et en fait, c'était un compositeur qui amenait beaucoup de choses, qui bouleversait un petit peu les codes. Et lui-même, tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, on lui demandait le deuxième concerto, jusqu'à oublier presque totalement, à occulter le reste de son œuvre qui est très vaste. Et finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc je voulais interroger ça, je voulais interroger cette œuvre-là, comment elle a pu changer, bouleverser totalement la vie de Rachmaninov, comment elle a pu le sauver d'une certaine manière, quel est ce rapport si ténu, si fort entre le public et l'œuvre dès la première. Et puis aussi 1900, date de l'écriture, 1900, une date évidemment charnière, importante dans l'histoire de la musique et dans l'histoire tout court.